C'est hyper cliché, mais la musique rassemble. C'est effectivement très cliché, mais j'aime bien. Mais c'est tellement vrai. Enfin, c'est fou comme ça. En fait, c'est génial d'avoir... Parce qu'on a développé évidemment une amitié forte aussi par ailleurs. Et ce qui est assez incroyable quand on vit un deuil, c'est de pouvoir écouter tout ça. Je sais pas, je pense qu'il avait une espèce de particularité, enfin je sais pas, ce truc de magie un peu comme ça où effectivement il prend une guitare, il joue un truc de synthé et je sais pas, tout de suite c'est bien, enfin c'est singulier et c'est particulier. Après, politiquement, oui, il était hyper engagé. Et Marc vous disait tout à l'heure qu'effectivement, il est venu quand c'était les Gilets jaunes en France. C'était assez stupéfiant. À un moment, il est venu à la radio, il était à une manif à République avant. Donc, quand même, voir qu'il était à mobilité réduite et que lui, ça l'excitait vraiment d'aller dans des manifs. Bah, c'était Bob Marley, Mathieu. S'il avait continué, je suis sûr qu'il serait devenu extrêmement populaire. Il avait vraiment toutes les qualités pour y arriver. Daz, c'est dans le tempo. Salman. C'est le podcast des passionnés de musique. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu bizarre là où on est. Ouais, ça a changé la bouclette. Hein. Ouais. On explique pourquoi quand même. Allez, vas-y. On est dans les locaux du label Record Makers. On est avec les amis de Colaboy, les collaborateurs de Colaboy. Pour quelle raison, Daz ? En fait, on va raconter dans cet épisode, il est un peu spécial, l'histoire d'un petit gars d'Oxnard. De Californie, absolument, qui rencontre des Français, donc les Français de Record Makers en l'occurrence. Ce petit gars d'Oxnard, Colaboy, Matthew Rango, il a des particularités, il est né avec un handicap assez important, il est très engagé, d'extrême gauche. Un deuxième handicap aux États-Unis, ça. Absolument. Et il rencontre ces Français et ils se mettent à faire des disques ensemble. Ils font de la musique, disco, inspiré de plein de trucs, à la fois expérimental. Il rencontre plein de gens, plein de musiciens, plein de collaborations, plein de rencontres, Daz. Et malheureusement, à Colaboy, à l'âge de 34 ans, il décède. Et c'est beaucoup trop tôt. Alors on s'est dit qu'on allait réunir ses copains français et américains. On aura aussi des petites vidéos des États-Unis, de ses amis, pour parler de lui, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec les gens qui l'ont découvert en France, avec qui Colaboy a commencé à travailler, Daz. Et c'est les gens donc, du label Record Makers. C'est Marc Tessier-Ducrot, qu'on connaît déjà dans l'émission. Salut Marc. Déjà reçu, Marc. Yes. Et puis César aussi. César Vogue, comment faut le dire, pardon ? Vogue, comme le magazine. Avec un W. Très bien. César, toi, tu es directeur artistique au sein de Record Makers. Et les gars, ce que je vous propose, c'est déjà quand même, pour commencer, de découvrir un peu la musique de Colaboy. Je pense que c'est la meilleure des choses. Et on va s'écouter un morceau tout de suite. Let's go. In heaven, if not, I'm gonna know that straight to hell. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire. Beloved, nothing nice so I can't cleanse my soul. Why do I have to lose my little home? I'm in the fire, I'm in the fire. I'm in the fire, yeah, yeah. Leather boots in Babylon, true romance in Babylon, kissing her in Babylon, hellfire in Babylon. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire. Leather boots in Babylon, true romance in Babylon, kissing her in Babylon, hellfire in Babylon. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Angel, purgatory ain't so real to this baby. Being away from you is our own hell. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Beloved, I stay on day just to give you my soul. Les gars, comment ça se passe ? Comment un type qui fait de la musique de manière en plus relativement amateur, à ce moment-là, en amateur, home studio, etc. Alors je sais que déjà Matthew, à ce moment-là, a une expérience un peu dans son quartier de musical, il a eu plusieurs groupes et tout, mais de là à ce qu'un label comme Record Makers repère un petit artiste d'Oxnard, c'est fou cette histoire, comment ça se passe ?
C'est la magie d'Internet. Maintenant, ça arrive hyper souvent, en fait. Mais enfin, je l'ai trouvé sur SoundCloud, à la grande époque de SoundCloud, qui est légèrement révolue maintenant, mais à une époque où il y avait vraiment de tout. Tout le monde postait de la musique dessus. Et je suis tombé dessus en scrollant. Et en fait, au début, j'avais aucune idée. J'arrivais pas à savoir si c'était quelqu'un qui uploadait de la musique, de la vieille musique, d'une personne déjà décédée ou si c'était parce qu'il y avait surtout à l'époque il y avait beaucoup de gens de la famille de familles d'artistes décédés qui postaient leur musique pour que ça soit disponible ad vitam aeternam et en fait il y a un morceau qui s'appelle Penny Girl qu'il avait posté parmi plein d'autres et il avait fait aussi sur YouTube une sorte de petit montage avec un film avec des extraits de Wallace et Gromit, bref. Okay. Et le son j'adorais, j'ai tout de suite aimé parce que j'arrivais pas à dater, j'arrivais pas à savoir ce que c'était et pendant quelques semaines d'ailleurs j'étais persuadé que j'écoutais la musique de quelqu'un qui était décédé ou qui avait peut-être qui était vieux, qui sortait ses vieilles maquettes. En plus, ça c'est je crois que c'est un truc qui est revenu beaucoup dans la carrière de Collaboy. Des gens lui disaient non mais arrête, tu utilises à fond du sample ou je sais pas. Exactement, ouais. En fait, c'est ça qui est marquant et c'est aussi, je crois, quelque chose que Marc a aussi entendu immédiatement. C'est des bonnes chansons bien fichues. Et je crois que c'est une bonne preuve qu'en fait, il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire de la musique. En fait, il faut juste avoir plein de bonnes idées, une succession de plein de bonnes idées et un contexte. Je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, on parle beaucoup soit de contexte, soit de concept. C'est ça qui drive énormément la musique et Collaboy avait un contexte énorme. Ouais. Et ça, on l'a découvert qu'après, mais finalement, on l'entendait déjà dans la musique qu'il avait postée sur SoundCloud. Parce que toi, Marc, toi, tu es cofondateur et directeur du label de Record Makers. C'est un truc que vous faites souvent, d'ailleurs, de chiner, entre guillemets, sur Internet, d'être vraiment à l'affût. Alors là, on parlait de la grande époque de SoundCloud, mais aujourd'hui encore Bandcamp, par exemple, on peut trouver plein de choses, j'en suis sûr. C'est une pratique courante pour un label de regarder ce qui se passe comme ça? Oui, ça peut arriver. Ça relève plus du coup de peau que de la... Ah ouais. Que du ratissage systématique, tu vois. C'est vraiment un mélange d'algorithmes, d'entourage, de gens qui te montrent des choses. Enfin, tout peut jouer, en fait. C'est vraiment un destin incroyable alors que vous soyez tombé sur la musique de Collaboy, quoi. Incroyable. Mais qu'il a répondu surtout, parce que... Oui, d'ailleurs, ça se passe comment? On envoie un DM à ce moment-là? Ouais, mais t'es qui? On follow sur Instagram, et puis lui, il follow back. Donc, il y a une sorte de petit début de quelque chose. Et ensuite, le coup de pause, c'est que 15 jours après que César m'a joué sa musique, j'étais en Californie, à Los Angeles, pour autre chose. Et là, sur mon fil Instagram, j'ai vu qu'il jouait le lendemain de mon arrivée, dans le quartier où j'étais. Génial. Je suis allé le voir. Et là, c'était hyper naturel. Il y avait que des jeunes, ses potes, en fait. Tu te rappelles, raconte-nous, il fait quoi à ce moment-là comme musique en live? C'est la musique que vous avez écoutée en maquette? Oui, grosso modo, c'est les instrumentaux des maquettes qui viennent d'un laptop. Et lui, qui danse en chantant sur une petite scène dans une sorte de maison abandonnée avec... je sais pas, 25 jeunes, très très contents, mais très jeunes. Et puis, bon, voilà, il était très accessible. Ensuite, on a discuté, il connaissait le label, il avait vu un clip de Sébastien Tellier avec une paire de fesses. Ça l'avait marqué. Ça avait bien tourné dans sa bande à l'époque, et donc il avait identifié le label, et il était super content qu'on le contacte, en fait, quoi, que je vienne le voir. Et César l'a vu ensuite à New York, et puis après, ça s'est fait naturellement, quoi. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand on connaît vraiment que la musique de quelqu'un, il y a qu'un enchaînement de surprises après. Enfin, je veux dire, la musique, il y a des choses qui transparaissent dans la musique qu'on entend, mais après, quand on a rencontré le bonhomme, chacun dans notre coin, enfin de notre côté, moi à New York, j'ai eu moi-même une expérience assez surprenante avec lui. Enfin, où c'est parce que nous on vit en France, on a notre propre histoire, etc. Et là on tombe sur ce personnage qui, en tout cas pour mon cas à New York, jouait dans un club, le Elvis Guest House à New York, et qui était un tout petit club. Et je me souviens, j'étais pas majeur à l'époque aux États-Unis, donc j'avais dû demander à ma mère de me faire rentrer. Et ça sentait vachement le patchouli. C'était hyper. J'étais vraiment dans les années 70 en fait. Et je me souviens, il y avait un DJ qui jouait hyper fort déjà à 22h, et ça jouait hyper fort de
la house, et il devait jouer à minuit. Et je me disais, mais c'est pas possible, il va vraiment mettre play et jouer ses démos qu'il a enregistrées sur Audacity. Et en fait, il était hyper confiant. Et quand il est arrivé sur scène, il y avait vraiment, sur la micro-scène, vraiment, ça sonnait hyper bien. Et il a réussi. Et tout le club était vraiment à adorer le concert, en fait. Il limite encore plus que le DJ qui jouait, 10 décibels plus fort ou 20 décibels plus fort. C'était hyper étonnant. À l'époque, j'avais jamais vu ça. Ouais. C'est courant qu'un label français bosse d'aussi loin avec un musicien américain. Est-ce que lui, d'ailleurs, il avait déjà, je sais pas, des contacts avec des labels aux États-Unis? Enfin, ça paraît improbable de se dire qu'il faut traverser l'Atlantique pour arriver à faire un deal avec une maison de disques. Je pense qu'il avait pas vraiment le choix. Il avait envoyé sa musique, il nous a raconté ensuite, il nous avait envoyé sa musique à beaucoup de labels américains. Okay. Il n'avait reçu aucune réponse. Il était tout seul dans son coin à faire ses petites chansonnettes de pop et il était très content qu'un label s'y intéresse et les sorte. Pourquoi, à ton avis, ça n'avait pas d'écho? Parce que vous avez tout de suite senti un truc avec sa musique. C'est pas le cas du reste de l'industrie, entre guillemets? C'est pas le premier exemple de retard de l'Amérique sur un artiste ou des artistes qui sont originaires des États-Unis. Si on prend par exemple la techno, toute la partie Détroit, Chicago, tout ça, ils ont eu 20 ans de retard, les Américains. C'est les Européens qui ont trouvé ça, qui ont reconnu la qualité de la musique avant les Américains. Ouais, mais enfin là, c'est un registre un peu plus mainstream, quoi. C'est pop. Puis qui s'inscrit quand même en plus dans la musique afro-américaine, quand même. Je pense que pourtant, ça leur a pas parlé. Nous, ce qui nous plaisait énormément, c'était la bizarrerie de la chose. Ça avait un charme fou. Ces maquettes, on les a encore dans nos ordinateurs et on adore les réécouter. C'était vraiment enregistré avec des moyens dérisoires. Et donc, et ça, je pense que ça pouvait être un peu effrayant peut-être pour des labels américains qui ont plus l'habitude de laisser les artistes aujourd'hui faire tout par eux-mêmes. Et c'est vrai que peut-être le seul défaut que ça avait, c'est qu'il fallait se projeter. Si on voulait pas sortir les maquettes comme ça, fallait faire un effort de projection que peut-être pour eux c'était plus difficile. Ça sonnait vintage en même temps actuel. Enfin c'est tout le. On pourrait faire toute une émission sur le concept de la démo, mais les démos c'est un charme qu'on n'arrivera jamais à reproduire. Et je pense que ce charme était intrinsèquement. Ouais, mais normalement, les labels, c'est leur taf, justement, d'être capable de se projeter avec un aux États-Unis. Ouais. Voilà, ils veulent le produit fini directement. Ouais. Exactement. Parce qu'en plus, il vient d'une scène, donc il vient d'Oxnard, qui est la ville de Anderson .Paak, de Madlib. Donc, quand même. On en parlera avec ce background, c'est des artistes installés quand même. Donc, je pense que c'est un truc pour le coup qui est assez propre au label, c'est que on aime la frontière avec l'amateurisme. Enfin, je pense que on n'est pas spécialement attiré par une grosse machine, par quelque chose qui sonne professionnel. C'est pas ça qui fait qu'un morceau est bien. C'est pas que techniquement ça soit très bien enregistré ou s'il y a de l'âme. Et là, c'était vraiment pas professionnel du tout. C'était super. Heureusement que c'était pas. Enfin, d'ailleurs, il avait essayé de réenregistrer ses morceaux. Je me souviens juste après qu'on ait signé. Il dit j'ai un gars, on peut réenregistrer les morceaux. Il nous avait envoyé les mêmes morceaux mais réenregistrés. Et il y avait, en tout propre. Tout propre. C'était ennuyeux. C'était parfait, nickel. Mais c'était pas ce qu'on désirait. Ce qu'il faut qu'on fasse, on va s'écouter une de ces maquettes. Vous nous autorisez à diffuser? On peut diffuser des maquettes? Bien sûr. Eh ben, faisons ça. On ne sera pas striké, je pense. Take
Donc ça, c'était une maquette d'un morceau qu'on retrouvera ensuite d'ailleurs sur un de ses albums ou... Oui, sur son premier album qui a succédé à un mini-album. Donc l'album qui s'appelle Prosthetic Boombox. Okay. Et il y a cette chanson dessus qui a été réenregistrée, produite par Adrien de Bon Voyage Organisation. Ah, ok. Et c'est une des maquettes que vous aviez écoutées lorsque vous avez découvert sur SoundCloud ou... Elle était dans la première livraison de maquettes. Dès qu'on l'a rencontré, il a dû nous envoyer, je sais pas, une quarantaine de maquettes. Et elle faisait partie du lot. Et c'est une chanson, enfin pour moi, c'est une chanson magnifique. Godless, God, it's ordinary, honest, ordinary, all in all I'm ordinary. You see how far I go, before it's time to go. Whether I die of pride, or what I do, you'll read about it, you'll hear about it soon. Qu'est-ce qui fait qu'un label, sur la foi de quelques morceaux qu'il écoute sur Internet, vous avez parlé de potentiel, une vision, quoi, de vous dire, ok, il y a un truc à travailler. Est-ce qu'on peut arriver à caractériser ça? En plus, vous connaissez pas encore le personnage, parce que ça joue, évidemment. Quand on voit quelqu'un de flamboyant, par exemple, ou de singulier, on se dit, bon, il y a un truc à travailler. Là, on a juste la musique. Non, parce qu'on l'a très rapidement rencontré. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était un complément, si tu veux. Ouais. On prend pas de décision tout de suite. C'est d'abord il faut discuter. Ouais. Ça, c'est très important. Mais on voyait bien qu'il était ambitieux, très talentueux, complet. C'est-à-dire qu'il savait tout faire. Il chantait très bien. Il avait une voix bizarre. Je pense que pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est peut-être un peu le frein qui l'a bloqué aux États-Unis au début. Il y a ce côté un peu nasillard, entre guillemets. Voilà, qui est dû à son handicap. C'est son handicap qui lui faisait avoir cette voix-là. Mais il avait les qualités requises, j'ai envie de dire. C'est vraiment un artiste complet, quoi. Et un vrai artiste. Et puis c'est aussi un luxe dans notre position d'avoir un artiste, de produire un artiste, de produire la musique et les visuels d'un artiste comme ça, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a un contexte énorme, donc il n'y a pas forcément de concept à trouver. C'est déjà là, il y a juste à le mettre en... C'était lui le concept, en fait. C'était sa personnalité. Et puis, en fait, il y a une histoire à raconter, donc il faut juste pousser quelques boutons en fonction de... Dans la musique comme dans l'image, il faut montrer quelque chose plus que d'autres, ou mettre en avant certains trucs. C'est vraiment, par exemple, le travail de studio qu'on a fait au début pour le premier disque, Black Boogeyman, c'était des superpositions de couches de matière sonore entre les démos enregistrées sur Audacity et de la matière enregistrée pour rajouter un tout petit peu de brillant, pour rajouter... Les premières démos, c'était sur Audacity. Ouais, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc on précise quand même que Audacity, c'est un programme audio gratos. Ouais, d'enregistrement, mais qui est absolument pas fait pour faire de la musique. T'enregistres, tu vois, à la volée des trucs comme ça. De là, à superposer des couches et tout, tu t'embêtes, quoi. C'était fascinant. Je me souviens quand j'ai pris son ordinateur, il nous avait laissé son ordinateur et je faisais des exports de pistes sur Audacity. C'était hyper fastidieux. Et c'était assez dingue de voir le travail méticuleux, du coup, pour compenser le manque de réglage dans le logiciel. Il avait arrangé sa voix d'une manière hyper surprenante. Et rien que ça, c'est c'est la limitation qui a créé aussi je pense, le charme de toutes ces maquettes, et notamment de la maquette qu'on mais du coup, donc on comprend que l'artiste, il est vraiment à la frontière entre l'amateurisme et le professionnalisme. Vous aviez pas peur, vous, de péter ce truc-là, ce truc un peu qui tient du hasard, en fait Si, grave. C'était justement en l'emmenant dans des studios et Carrément. Bah, d'ailleurs, il y a des morceaux où, quand je les réécoute, je suis content de la version qu'on a sortie, mais franchement, la version maquette était super. On passait beaucoup de temps à travailler sur un morceau. En fait, la maquette était... Mais c'est toujours le même problème, en fait. Et peut-être qu'un jour, ces maquettes sortiront. Et en fait, ce sera peut-être certaines versions... la version de maquette de ces morceaux touchera peut-être plus de gens. En tout cas, c'est déjà le cas dans mon entourage. Même quand je fais écouter des versions maquettes, ils me disent « Ah, mais c'est super, mais il est sorti ce morceau. » Et je fais écouter la version produite. « Ah ouais. » Ok. Sympa. Mais donc c'est quoi c'était quoi le truc comment tu peux demander à un artiste, par exemple, de surtout rester, de pas
pas essayer de nettoyer son truc. C'est quoi? C'est tout le travail du. Enfin, je pense que on rentre vraiment dans c'est le travail du producteur en fait. Ouais. C'est la perspective qu'il a qui sera toujours différente de celle de l'artiste, parce que l'artiste est en train de performer ou a une vision qui n'est pas objective de son art, et donc de l'importance d'avoir quelqu'un dans le studio qui est là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et cette confiance, ça ne marche que s'il y a une vraie confiance, un vrai lien entre l'artiste et le producteur. Et je pense que c'était le cas, ça a toujours été le cas. Il nous faisait confiance. Et cette confiance a été développée s'est construite au fur et à mesure des écoutes répétées de musique qu'on adorait, où on se faisait écouter des morceaux, on se volait l'ordinateur pour se faire écouter des refs ou des morceaux qu'on adorait. Et à chaque fois, ah ouais, quand la basse rentre à ce moment-là, c'est génial. Et on est tous les deux au même moment, on sait que c'est trop bien. C'est ça qui fait que il y a une confiance qui fait que quand il sort du booth pour enregistrer sa voix et qu'on lui dit ah ce moment-là c'était vraiment super, il sait que C'est vrai qu'on a fait énormément de sessions là-bas au fond, dans les bureaux du label. Il y a un petit salon d'écoute et il adorait, Mathieu, qu'on s'installait là-bas confortablement dans un fauteuil et on se montrait des morceaux. On faisait ça pendant des heures. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a développé ici beaucoup, d'écouter de la musique avec nos artistes. Mais c'est vraiment de l'intuition. En faisant ça, on développait une intuition de groupe. Ça aurait pu ne rien donner, cette collab, en fait, finalement. C'est-à-dire que vous le faites venir, il propose des trucs. Vous voyez que quand vous le mettez dans un studio, il y a moins la magie que quand il fait les trucs un peu à l'arrache ou un peu à sa façon. Et puis vous arrêtez là, en fait, et dites, en fait, ça a pas pris. Et... Oui, ça aurait pu. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes accroché au truc en disant non mais là en fait il y a vraiment quelque chose avec En fait je pense qu'on lui a présenté les bons producteurs aussi, qui n'ont pas trahi son son d'origine, qui sont allés dans son sens en fait, qui l'ont développé, qui ont gardé un son un peu rugueux comme on leur a demandé. Voilà, parce que sur ces premières maquettes là qu'il vous a envoyé, toutes les démos, c'était lui qui faisait tous les sons. Oui. Et dans sa chambre. Ok. Et il a pas eu de souci lui justement quand je lui ai dit maintenant on va laisser des gens de cette à l'époque taf. il était hyper preneur. En fait c'est son rêve de toute façon d'être il voulait devenir pop. Donc, pour lui, c'était évident qu'il fallait aller en studio, qu'il fallait tout refaire. Et c'était ça son but. Il voulait faire des pop sons. Ce qu'on fera d'ailleurs, on recevra tout à l'heure Nit et Blasé, Nit qu'on connaît aussi dans cette émission, qui ont beaucoup travaillé avec Colaboy. Notamment Nit d'ailleurs, le premier EP de Colaboy, c'est intégralement avec Nit, quoi. Lui qui a tout produit à distance, sans jamais l'avoir rencontré. On faisait des Skype, je me souviens, on faisait des Skype à l'époque avec Mathieu, tard le soir, tôt pour lui lui faire écouter, pour qu'il nous donne ses retours avec Nit. Mais ils se sont rencontrés que quand il est venu à Paris, au moment de sortir le premier EP. Ce que je vous propose, c'est on a dit aussi c'était un truc important pour nous, comme il était vraiment sur les deux rives là, de l'Atlantique, Mathieu, d'avoir des témoignages aussi de gens qu'il a connus aux États-Unis. On peut commencer peut-être avec celui de Ross Harris, qui est un photographe réalisateur, qui a notamment travaillé avec Beck par exemple, et voilà, qui a lui aussi apporté un petit témoignage, voilà, de ces moments passés avec Mathieu. Hello. Je m'appelle Ross Harris, je suis photographe, réalisateur, artiste. Ça fait un petit moment que je travaille dans la musique et j'ai eu l'occasion de collaborer avec Beck, Elliott Smith et avec le label Stones Throw pendant plusieurs années. Et aussi et surtout avec Mathieu Yurango, alias Colaboy, l'un des artistes les plus talentueux avec qui j'ai eu la chance de bosser. C'est mon ami John Fanoff du groupe de nardcore Ill Repute qui m'a fait découvrir la musique de Matthew. Il m'a montré la vidéo de Penny Girl et on est vraiment resté scotché. C'était une des plus belles vidéos qu'on avait jamais vues parce que ça représentait tellement bien la vie de Oxnard, d'où on est aussi originaire. J'étais vraiment impressionné et j'arrêtais pas de me dire mais qui c'est ce mec? Et en fait il s'avère que John connaissait déjà Matthew parce qu'il l'avait croisé à des concerts d'Ill Repute. Et il me disait qu'il se pointait souvent à ses concerts de hardcore et que déjà il avait l'air différent à cause de son handicap, mais qu'en plus de ça il venait avec des costumes de banane. Enfin, on sentait qu'il était vraiment admiratif de Matthew. Il se foutait complètement du regard des autres et c'est ça qu'il aimait chez lui.
C'est comme ça que j'ai eu vent de sa musique et je me suis tout de suite dit que c'est la personne que j'avais toujours eu envie de rencontrer dans ma vie. Il était vraiment à la croisée de tout ce qui m'intéressait aussi, à savoir la musique, l'art, la politique, sa façon de vivre avec son handicap, parce que j'ai également un fils qui est handicapé. Toutes mes convictions, tout ce en quoi je croyais étaient encapsulés dans un seul être humain et j'arrivais pas à croire qu'il puisse être aussi proche de moi dans ma ville natale. L'un de mes meilleurs souvenirs avec lui, et Dieu sait qu'il y en a, c'est peut-être quand on était chez lui en train de filmer, je me souviens lui avoir demandé de me jouer Penny Girl à la guitare. Et ça m'a vraiment frappé parce que je me suis rendu compte d'à quel point c'était un excellent songwriter. C'est pour ça que je lui ai demandé de le jouer à la guitare, parce que je voulais vraiment me concentrer sur les paroles et c'était vraiment très très puissant, très, très intime. I'm getting emotional. Je suis un peu ému. It's just a big, just an incredible memory. Just count myself. C'était vraiment un très beau souvenir et j'ai tellement de chance d'avoir pu travailler avec lui et encore plus d'avoir pu être son ami. That's it. Signing off from Southern California. Voilà, c'est tout pour moi en Californie du Sud. J'embrasse la famille de Matthew, Record Makers et tous les amis de Collaboy. Allez, peace. Est-ce que vous l'avez fait venir rapidement en France derrière Matthew parce qu'on a parlé donc de votre découverte sur SoundCloud, ensuite vous allez le voir aux États-Unis, il vient en France, vous enregistrez des choses en France, ça se passe comme ça aussi, ça devient un peu son pays entre guillemets, c'est un lieu important pour sa carrière pour lui. C'était sa deuxième patrie, quoi. Il était très content il avait déjà été en France en tournée, il avait déjà joué à Rock en Seine, des endroits comme ça, avec son groupe d'avant. Mais c'est la première fois qu'il venait pour lui seul. Et donc, il était ravi de venir ici. Il est venu pendant les Gilets jaunes. Le mouvement l'a fasciné. Il allait manifester. Ouais. Il a complètement adhéré à la manière de manifester des Français très violemment. Il nous a beaucoup parlé de la différence entre les États-Unis et la France de ce point de vue-là, de la manif. Il était très apprécié par la communauté artistique qu'on lui a présentée ici. Donc il avait développé une sorte de deuxième vie où il avait plein de potes. Il était comme un poisson dans l'eau à Paris. Ce que je propose, c'est qu'on parle un peu d'ailleurs de d'où vient Matthew, d'Oxnard, de cette communauté aussi dans cette ville, etc. Et peut-être qu'on peut en parler avec David. On va faire un petit changement avec David Blow qui va nous rejoindre et on se retrouve tout de suite. Alors Salman, ben oui Daz, on continue cette émission collégiale. Ouais, absolument. On reçoit. Cette fois on est avec David Blow. Un ami de Collaboy. Bonjour, très bien. David, il est journaliste musical. Bon, ça fait plus de 30 ans chez Radio Nova maintenant. Ouais, il y a eu 15 ans où j'étais pas à Radio Nova. Ouais.
Mais au début, mon premier là. truc tout jeune, au début des années 90, c'était Radio Nova, et j'y suis retourné fin des années 2010. Ouais. Non, 2009-2010. T'as notamment une émission culte, le Nova Club. On retrouve du lundi au vendredi, c'est ça? Exactement. 20h de 20h à 22h sur Radio Nova depuis quelques années maintenant. Et vous recevez plein d'artistes, vous parlez de musique de manière générale. Ouais, on mélange des fois des émissions sans artistes où tu mets que de la musique, et des fois effectivement, ou des chroniqueurs, tant que ça reste des gens passionnés de musique, ou fun d'ailleurs, à l'antenne, quoi. On avait envie de t'avoir avec nous parce que, non seulement t'as reçu Colaboy dans ton émission, et puis en plus tu as participé aussi à ce petit bouquin, alors là je le montre à cette caméra, peut-être ça peut être comme ça, qui a été fait en collaboration aussi pour les illustrations Turbo Island, où vous revenez un peu sur la vie de Colaboy, notamment avant la musique aussi, un peu son histoire, alors son handicap, ses positions politiques, le coin d'où il vient aussi. Tu te rappelles toi la première fois que t'as entendu parler de Colaboy? Ça se passe comment? Je me rappelle très bien même. C'était à la maison de campagne de Marc, dans le sud de la France. Et il m'avait dit tiens, voilà, dans les gens un peu nouveaux et excitants qui nous intéressent, et il m'avait fait écouter alors je sais plus, Penny Girl, j'imagine, ou quelque chose. C'était quoi? C'était la version démo ou la version probablement démo, vu que oui, je pense que vous n'avez pas encore sorti de truc. Non, je pense pas. Ouais. Non, il m'a dit on va sortir ça. Est-ce que c'était la démo ou est-ce que c'était ça? Je me rappelle pas. Et il y avait ce côté à la fois funky, très footrack, très pop. Et aussi pas, parce que tout à l'heure tu disais disco, en même temps c'est pas complètement disco. Non, c'est plus expérimental. C'est un mélange vraiment dont on parlait, d'influence qu'il peut avoir. D'ailleurs il y a un truc assez marrant, c'est qu'il dit qu'il a un peu découvert la disco via Paul McCartney, ce qui est quand même un angle c'est rigolo. Évident à la base, mais c'est plus que lui il venait d'un background très enfin je pense pas qu'il écoutait que ça, mais qu'il écoutait beaucoup de punk rock à l'américaine. Parce qu'il faut dire que Oxnard pour cette scène c'est un lieu important. Le nardcore ils appellent ça. Alors moi c'est marrant parce que Oxnard, alors effectivement musicalement c'est connu pour Madlib ou pour Anderson .Paak. Moi je le connaissais plus pour des auteurs de BD hyper cultes qui sont les frères Hernandez, Raimi, Gilbert et Beto Hernandez, et qu'on fait un comics hyper culte dans les années 80 qui s'appelle Love and Rockets. D'ailleurs il y a un groupe de New Wave qui a pris ce nom, et eux ne parlent que de Oxnard et de la communauté latino autour de Los Angeles, et effectivement dès les premiers numéros des années 80, tu vois l'influence punk rock là-bas est énorme. Donc punk rock, faut le voir dans un truc plus proche de, je suis pas spécialiste, mais plus Dead Kennedys que Sex Pistols, dans un truc quand même, et plus à l'américaine, donc pas loin du grunge aussi ou de choses comme ça, et très rebelle quoi, et très à gauche dans politiquement, ce qu'il était de toute façon, quoi. Ça c'est un truc d'ailleurs qui t'a marqué lorsque tu l'as reçu, lorsque vous êtes rencontrés. Ça l'habitait cette question politique. De toute façon, c'est quelqu'un de marquant quand tu le rencontres à tous les niveaux, quoi. D'abord physiquement, on n'est pas non plus habitué beaucoup dans la musique, alors la pop culture encore moins à avoir des personnes disabled, comme on dit, quoi. Donc déjà, c'était un personnage étonnant comme ça. Après, de ses origines aussi, et effectivement cette ouverture musicale qu'il avait à différents styles. Après, politiquement, oui, il était hyper engagé. Et Marc vous disait tout à l'heure qu'effectivement, il est venu quand c'était les Gilets jaunes en France. C'était assez stupéfiant. À un moment, il est venu à la radio, il était à une manif à République avant. Donc, quand même, voir qu'il était à mobilité réduite et que lui, ça l'excitait vraiment d'aller dans des manifs. En plus, époque Gilets jaunes. Enfin, époque Gilets jaunes, c'est un peu chaud, quoi. Manifester en France maintenant devient compliqué, mais enfin, en l'occurrence. Ça partait en sucette assez régulièrement. Et il me citait. Et il était là, il avait dit, j'ai oublié son nom, malheureusement. J'aurais voulu le citer dans le bouquin, mais il me parlait d'un type de la CGT qu'il fallait absolument soutenir. C'est-à-dire, tu te retrouvais quand même avec un Américain d'Oxnard qui nous parle de quelqu'un de la CGT. Alors, en même temps, on avait des discussions, pour être honnête, des fois pas politiques. Je me rappelle avec Adrien, Bon Voyage, il y a quand même des différences de culture entre les Français et les Américains qui sont assez étonnants. Par exemple, pour lui, les armes à feu, c'est normal, et c'est comme ça aussi qu'on peut peut-être faire la révolution. Donc c'est bien d'en avoir. Donc nous, notre vue ça c'est vraiment très américain pour le coup. Notre vue de Français de gauche, c'est pas vraiment que tout le monde ait des guns à la maison, quoi. Mais c'est des différences vraiment culturelles assez importantes. Et il adorait effectivement la manière de manifester en France et tout ça, quoi. Donc ça faisait quand même un bonhomme. J'ai peu d'invités qui me parlent de la CGT quand même, dans mon émission. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on regarde un clip
le clip justement de Penny Girl, parce que donc qui a été shooté par un Français d'ailleurs, David Luraski, et en fait il était allé à Oxnard, donc on voit vraiment cette communauté d'où vient Matthew, et puis après peut-être qu'on pourra en parler un petit peu. Little do they know, I think you're the one. Thinking about who might know of a gun. Oh no, I've gotta run. Oh no, he's not the one. I know, that's why I made it known. Yes, I made it known. Arrow, come here, up. Sit, sit. Alors Oxnard. tu connaissais bien toi Oxnard? Ouais, Oxnard. Moi, je suis très Californie déjà de base, donc. T'as un frère qui a vécu à Los Angeles. Ouais, j'y allais souvent et tout. Et Oxnard, Ventura, tout ça, c'est des trucs où quand tu y vas, en fait, vu d'ici, t'as l'impression que c'est Los Angeles. Et quand t'arrives à Los Angeles, tu te rends compte que c'est pas du tout Los Angeles. En fait, c'est un peu comme Palm Springs, tu vois, c'est super loin en fait de la ville, Los Angeles à proprement parler. Et Oxnard, ouais, c'est au nord là-bas, après Santa Barbara. Donc ouais, c'est l'image que nous on se fait des banlieues américaines, tu sais, les trucs où toutes les maisons sont à peu près pareilles, il y a le petit driveway, tu vois, à la californienne, qui est un truc socialement assez intéressant finalement, parce que nous, quand on parle banlieue, généralement, c'est pas exactement, tu vois, les Américains, la banlieue, il fait bon vivre. Alors que nous, c'est plutôt connoté. Donc c'est marrant comment ça inverse le truc. Parce que David, ça c'est un truc que j'ai appris dans le bouquin. Alors Oxnard, donc on a cité effectivement quelques artistes illustres qui viennent d'Oxnard. Alors connu aussi pour les fraises. Oxnard, une grande production de fraises, ça je savais pas. Moi non plus. Et je suis jamais allé, moi ça m'a. Non, ouais, ça me brancherait un peu de voir effectivement. Mais il y a rien à voir, c'est ça qui est incroyable. et quand même truc marquant, c'est qu'il y a aussi, alors je sais pas d'ailleurs si c'est lié à la récolte des fraises, etc. Mais il y a une énorme communauté latino. Beaucoup aussi d'immigrés, de gens vraiment qui viennent pour travailler, etc. Et je crois que Matthew, d'ailleurs, parmi ses engagements, c'était axé autour de cette communauté latino, à la fois donc dans l'affirmation des origines, mais aussi les conditions de travail, des gens sur place, etc. Oui, je sais plus s'il dit même pas que 90% des gens sont latinos ou quelque chose comme ça, quoi. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on voit pas trop en France, mais qui est quand même le cas aux États-Unis. Moi, j'y vais plus du tout. Mais il y a une vingtaine d'années, j'y allais beaucoup. J'avais une copine dans le Bronx. Je suis allé dans le Bronx. Tu vois qu'effectivement, c'était très latino déjà, noir et latino, mais latino avant tout, et effectivement très peu de blancs. Et on a du mal à percevoir ça, je dis pas que c'est bien ou pas bien d'ailleurs, mais on a du mal à percevoir ça en France, que tu peux avoir des endroits, bon, c'est pas ghetto non plus, je pense pas que c'est ghetto, Oxnard, hein, mais effectivement... c'est communautaire en fait. Communautaire, mais aussi parce que le système économique a fait que les gens sont retrouvés comme ça, quoi. Mais c'est intéressant de se dire que Colaboy, donc artiste, donc normalement, artiste, il y a tout le star system, le truc qui va avec, et que le gars soit férocement marxiste-léniniste, quand même, c'est aux États-Unis, tu vois, c'est pas comme ici, tu dis oui, je suis trotskiste, et ouais, bon, bah ça va, il y a une culture de gauche en France, tu vois, même si tout le pays est à droite depuis quelque temps, mais bon, voilà. Là-bas, en fait, c'est pendant les années McCarthy, c'était la chasse aux sorcières, quand même, si t'étais soupçonné de communisme. Je me demande, quand vous en parliez avec Marc tout à l'heure, si le fait qu'il était très engagé politiquement, c'est pas quelque chose qui aurait pu freiner d'autres maisons de disques, parce qu'effectivement, dire que t'es communiste
artistes aux États-Unis. Ouais, c'est pas vu de la même manière. Bon, là aussi, il y a des différences culturelles importantes, mais alors c'est vraiment pas vu de la même manière qu'en France. Déjà, dire que t'es politisé aux États-Unis, je pense que le business avant tout, tu vois. Mais là, ouais, c'est. Après, il était star, je pense pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il. Il était star local, quoi. Ouais, mais tu vois, il voulait quand même rentrer dans le circuit artistique. Et ce que je disais, les Américains, nous, tu vois, notamment la scène californienne où t'avais des gars, par exemple, qui ont grandi dans des quartiers entre Crips, Bloods, et qui étaient capables, pour faire un album, de mettre de côté les querelles des gangs de rue, etc., ce qui demande un effort quand même surhumain, tu vois. Et les Américains, le business avant tout, tu vois, vraiment, pour le biz, on tone down un peu les trucs, quoi. Je me demande si il y a Crips et Bloods aussi jusqu'à Oxnard ou pas du tout. Ouais, d'accord. Non, sur toute la Californie jusqu'à Sacramento, ça. Okay. Ouais. Il y a un truc d'ailleurs qu'il faut dire, parce qu'on parle de cet engagement politique, alors qui passait par une forme vraiment d'activisme. Oui, alors il faisait. J'aurais dû réviser un petit peu, mais on le raconte effectivement dans le livre qu'on a fait avec. Tu veux jeter un coup d'œil en même temps ? Je vais relire ce qui est parti d'une interview de Nada, qui est compagne de Marc, et qui avait fait un long entretien avec Colaboy, donc j'ai essayé la plupart des phrases, c'est pas mes phrases évidemment, c'est des phrases de Colaboy, bon après il y en a que j'ai un peu inventé. Ce qui a été cool aussi, c'est que la famille, là je vois la famille parce que c'est très important pour lui, l'a relu et tout, on avait un peu peur de ça, parce que nous, tout ce truc un peu de j'allais dire de petits blancs, on s'en fout, mais de petits français en tout cas, qui racontent la vie d'un mec à Oxnard, tu peux te dire, bon peut-être que, donc ils ont été partants, on a mis quand même pas mal de vannes, mais oui, c'était quelqu'un qui avait vraiment plein d'engagements politiques différents, avec alors que ce soit, il y avait des trucs sur la police notamment, parce que on sait bien évidemment qu'aux États-Unis ça rigole pas, donc l'impunité policière qui peut être assez surtout du côté de Los Angeles, qui est, alors je sais pas si c'est la même police qu'Oxnard et tout, mais enfin Los Angeles c'est délirant l'histoire de la police de Los Angeles, quoi. Donc par exemple là il y avait quand un flic par exemple avait commis des choses assez graves, mais qu'il était encore dans le circuit. Ils avaient un site internet, par exemple, dans lequel on pouvait identifier les flics problématiques. Mais enfin bon, ça allait jusqu'à des clubs des lectures et plein d'activités et plein de soutien à différentes causes. Aussi les problèmes de pesticides. Enfin, là, c'est plutôt les problèmes d'incendie, je crois, et qui ont... Faudrait que je relise, mais enfin, ça a créé aussi... En tout cas, c'était vraiment un militantisme vaste. Et lié à ça, et lié à Oxnard, quoi. C'était très important pour lui aussi. De la même manière, j'ai l'impression qu'il était quand même hyper populaire aussi à Oxnard, je veux dire, un côté voisinage. Il voulait devenir le king of Oxnard, quoi. Oui, mais je pense, si tu veux, quelque chose à Paris, c'est quand même très compliqué, quoi. Tu te promènes pas dans la rue, une petite vie de quartier, mais elle est limitée, quoi. Là, on a quelque chose qui m'avait l'air beaucoup plus important et que c'était une figure importante de la cité, quoi. Ou au moins des blocs autour de lui, quoi, peut-être, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que cet activisme, cette vision politique dont on parle, elle était aussi dans sa musique, mine de rien. Alors, plus ou moins sous-jacente, plus ou moins claire parfois, etc. Mais je pense évidemment à des morceaux comme All Power to the People. Il a fait aussi une reprise de To Be Rich Should Be a Crime. Je crois que c'est assez net comme message. Après, ce qui était cool avec lui, et d'ailleurs, ça aurait été marrant de le confronter des fois avec des gens hyper politisés en France, mais qui n'ont pas d'idée de la pop et de comment en parler. Lui avait vraiment une volonté d'être complètement pop et d'être donc très accessible aux gens. Donc ce qui est paradoxal par rapport à une forme de radicalisme politique. Je sais. Je crois que c'est paradoxal pour nous, en fait. Notre culture à nous, on se dit que si t'es engagé politiquement, t'as pas le temps de faire du divertissement et de rentrer dans le capital, machin, etc. Alors qu'en vrai, c'est vrai que c'est le meilleur moyen pour faire passer tes idées. C'était vraiment un espèce de compromis tout le temps, une volonté en tout cas d'être pop et de faire passer ses messages en même temps. Mais tu vois, c'est marrant, tu vas me dire, parce que tu écoutes beaucoup de musique, tu as rencontré beaucoup d'artistes et tout, il y a un truc quand même assez marquant, assez singulier, j'ai l'impression, chez Colaboy, c'est justement à chaque fois ces espèces de pôles un peu, tu vois, opposés. Alors il y a le truc, il se fait découvrir sur Internet par des Français, et en même temps il est hyper attaché au local, au communautaire, Oxnard et tout. Il y a ce côté politique, il y a ce côté pop, il y a sa musique qui est à la fois hyper accessible. Alors il dit, le disco par Paul McCartney, déjà c'est hyper bizarre. Et puis, enfin, il y a un truc comme ça d'antagonisme étonnant. Complètement. Ouais. Je peux pas plus l'expliquer que ça. Peut-être aussi, donc rappeler quand même qu'il est handicapé de naissance, que par exemple il a un frère jumeau qui lui n'est pas handicapé, qui même physiquement ne lui ressemble pas, et
qui ressemble c'est lui qui le dit, à quelqu'un de blanc. Et ils n'avaient pas les mêmes, la même. Alors évidemment, en plus lui était handicapé, mais ils n'avaient même pas le même rapport avec la société américaine. Tout ça, je m'éloigne de ta question. Non, mais mais ça explique justement le lien entre tout ça. Je pense qu'effectivement, c'est le handicap depuis la naissance, en fait. C'est un truc que tu racontes dans le bouquin, quand même. C'est que dès le début, ça a été dur, parce que je crois que ses parents ont décidé avec lui. Il était très jeune. Il avait 2 ans, un truc comme ça. Ses parents ont décidé pour lui. En l'occurrence, c'était soit. Je me rappelle plus. Enfin, c'était un choix d'opération. Une amputation. C'est soit on amputait la jambe, soit il se retrouvait en fauteuil toute sa vie. Et il a remercié ses parents de l'avoir amputé. On voit ça sur l'album justement qu'on a sur la table, la prothèse trône. À côté du Colt 45, c'est toujours intéressant. C'est vrai. Ouais, et même d'ailleurs dans ses clips, etc. C'est un truc. Il utilisait, c'était quoi le terme? C'était le disabled disco innovator, un truc dans le genre. C'est assez marrant. Il avait plein de formules quand même. Il était fort pour ça. Il en avait un paquet, ce qui était assez cool d'ailleurs quand il a fallu faire le livre, de retrouver les petites formules. Ce qu'on peut faire, Daz, c'est s'écouter encore un témoignage qui vient des US. Allez, vas-y. Je m'appelle Juan Waters, je suis musicien originaire d'Uruguay et du Queens à New York. J'ai rencontré Matthew en 2009, bien avant qu'il soit Collaboy, puisque je faisais une tournée avec mon groupe The Beats et on s'est arrêté à Oxnard et on a partagé la scène avec Matthew et son ancien groupe, les Sea Lions. Et dès le départ, j'ai trouvé que c'était un super musicien. C'était un excellent guitariste, il chantait pas encore à l'époque. Des années après notre rencontre, j'étais encore en tournée aux États-Unis et Matthew, cette fois, était devenu le guitariste de mon groupe. Et je me souviens d'une soirée après un concert où on était tous ensemble dans une chambre à discuter et où Matthew s'est vraiment livré. Il nous a avoué qu'il lui manquait une jambe et qu'il avait une prothèse à la place. Et on était déjà un peu tous au courant parce qu'on avait passé quand même beaucoup de temps ensemble, mais le fait qu'il puisse se sentir suffisamment à l'aise, en confiance avec nous pour nous en parler, c'était très émouvant. Et quelque chose dont on doit aussi se rappeler à propos de Matthew, c'est que la vie a beau être horrible, la vie a beau être un enfer, il y a quand même toujours un peu de lumière quelque part. Et Matthew nous prouvait chaque jour que la vie avait beau être difficile, et notamment la sienne, avec tous ses problèmes de santé, et il arrivait à affronter chaque jour avec une certaine forme d'optimisme. Et en plus de tout ça, il arrivait à trouver du temps et de l'énergie pour se battre pour les autres et lutter contre toutes les injustices. La leçon à tirer de Matthew, ce serait que la vie, c'est pas seulement notre simple expérience personnelle, mais c'est bien plus que ça. Si on devait te demander, toi, un truc que tu retiens vraiment de tes rencontres, de la musique de Collaboy, du personnage qu'il était, et tu vois, une forme d'héritage, tu vois, qu'est-ce qu'on doit retenir un peu de ce parcours ? Moi, perso, je te l'ai dit un peu tout à l'heure, ce jour où il débarque à la radio, il venait d'une manif et il me parle des militants de la CGT qu'il faut absolument qu'ils soient libérés. Et d'ailleurs, j'ai pas retenu, nous-mêmes, on était là, bon, de qui tu parles? Pas trop. Donc ça m'a le plus marqué. Moi, j'espère, au-delà du fait que sa musique est disponible, et au moins avec les réseaux aujourd'hui, c'est un peu éternel et machin. Non, j'espère que localement, il y a un héritage de Collaboy auprès de tous les gens pour lesquels il s'est impliqué, et que ce soit sa famille, que ce soit tout ça, quoi, qu'il y ait des gens qui reprennent le flambeau du bonhomme. Après avoir une vie aussi étonnante, qui effectivement passe par Paris, c'était aussi drôle, c'était vous l'avez évoqué au début, lui, ça devait être aussi assez marrant. Alors après, moi, j'ai beaucoup vécu ça, en vrai, parce que mes débuts un peu dans la musique, c'était quand même sur la house et la techno, et j'ai passé mon temps à accueillir des DJ de Détroit et de Chicago, qui des fois ne comprenaient absolument pas ce qu'ils faisaient en France, pourquoi leur musique était si populaire en France. Donc ça, je suis assez habitué à avoir des gens qui ont une culture très 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 américaine et pas européenne, et qui débarquent à Paris, qui est pas non plus en plus n'importe quelle ville en Europe, quoi, et avoir comme ça des
ce qui pourrait être des confrontations si on le voyait qu'à la française, tu vois. Record Makers peut passer pour un label bourgeois de Versailles pour des gens français, et après, lui, il avait une vue complètement différente, et c'est ce label qui l'a permis aussi d'être signé et d'être connu, quoi. Donc il y a quand même un message d'ouverture là-dedans, un message aussi de pouvoir être militant sans rejeter les gens, tout en étant très militant et très engagé. Ce qui peut-être d'ailleurs aurait posé problème, ou si j'avais été américain, peut-être que je me serais plus affronté avec Colaboy sur certaines choses, quoi. Hein. Mais à l'arrivée, là, ça donnait quand même un parcours unique. Merci David d'être venu. De rien, merci à vous. Ce que je te propose, c'est qu'on continue, on va parler vraiment musique, tu vois, production, etc. Comment ils ont bossé sur les albums avec des gens qui ont collaboré avec Colaboy. Eh ben c'est parti. The big boss gets fatter and we stay poor. Now we say no more. To be rich should be a crime. To be rich should be a crime. Where did you get your money, sir? How did you get your money, girl? Who did you exploit, tell me? Who did you steal it from? To be rich should be a crime. To be rich, another man it must be poor. The big boss don't care for me. He left me dead in aisle 4. To be rich should be a crime. Quel morceau incroyable, je sais pas. Wow. Vraiment les vibes. C'était hyper bien ce qu'on vient d'écouter. Ah, c'était super, j'adore. Je veux le réécouter d'ailleurs. Bon. Non, écoutez, nous avons changé de plateau. Vous avez eu normalement de la musique entre nos changements. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, Daz, mais le fond change aussi. Oui, le fond change. Je sais pas si le fond on le voit du coup. Si, on le voit. Ouais, okay. Sur le plan large et tout, on voit très bien le fond. Et on a été rejoints par nos amis Nit et Blasé. Ça va les gars ? Ça va. Bienvenue. Vous êtes musicien, bienvenue effectivement, et vous avez collaboré plus d'une fois avec Colaboy. On va parler un peu justement peut-être cet aspect plus musical, un peu du personnage, comment il travaillait, tu vois. On a compris comment il travaillait au tout départ. À la base, ouais. Mais d'ailleurs, on peut commencer avec ça, Daz. Parce que Nit, t'es probablement en fait le premier en France qui collabore avec Colaboy. Écoute, à ma connaissance, oui. Enfin, en tout cas, ouais, dans la boucle, effectivement, j'ai l'impression qu'on a travaillé sur son premier EP ensemble. Ouais. J'ai reçu ses premières maquettes via l'intermédiaire de Record Makers, de César en l'occurrence. Toi, tu connaissais déjà les gens de Record Makers et ils t'ont dit on bosse avec un nouvel artiste. Enfin, c'est même un peu ce qui aussi nous a fait nous rencontrer avec César en particulier. Okay. Voilà. Où moi, je venais de sortir mon premier EP aussi de Sous de Plage. Ouais. Et au moment où il est sorti, César venait de tomber sur aussi les maquettes qu'il a dû vous raconter avant de Mathieu. Et je crois qu'il s'est dit, tiens, peut-être ces deux-là, ça pourrait marcher ensemble. Et où du coup, César m'a contacté pour me proposer de travailler sur la musique de Mathieu, sur les premières maquettes de Mathieu. Voilà. Parce qu'on a parlé de cette EP. Alors, il y a Penny Girl qu'on a déjà écouté avec le clip de David Lurasquet. Mais alors, il y a plein d'autres morceaux hyper cool sur cette EP. Toi, tu te rappelles un peu de comment ça s'est passé, la création, etc. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un morceau qui te reste particulièrement encore, soit parce que vous avez galéré, soit au contraire parce que c'était hyper facile, ou alors parce que t'es hyper fier, j'en sais rien. Parce que tout s'est fait à distance, hein, c'est ça le truc. Tout s'est fait à distance. On s'est rencontrés en vrai pour la première fois, une fois la musique terminée. Ouais, c'est ça. Donc c'était que des échanges de fichiers, quelques coups de fil, quelques vidéos, mais tout s'est fait à distance. Ouais. Comment tu connectes en fait avec quelqu'un sans, parce qu'on dit, tu sais, l'émulation, la musique, faut être en présentiel un petit peu pour que la magie opère. Il y avait de toute façon une espèce de connexion esthétique aussi, de références communes,
de trucs qui se sentaient un peu, je pense, dans nos deux musiques respectives. Donc j'ai l'impression qu'on s'est compris assez vite, quoi. Enfin, il y a pas eu de propositions que je faisais. Je recevais les pistes, je faisais ma petite sauce de mon côté, je lui envoyais un truc. Et en général, il était assez content dès le départ. Alors après, il y avait effectivement des allers-retours qui étaient faits. Mais de manière générale, à chaque fois, ça matchait, en fait. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Ouais. C'est comme ça. Ouais, carrément. Mais, parce qu'on a parlé d'ailleurs de cette matière initiale un peu brute. Sur Audacity et tout. En fait, t'avais reçu justement des exports comme ça Moi, j'avais reçu effectivement les stems de ces maquettes, quoi, mais qui étaient bien, c'était bien le bazar, quoi. Enfin, il y avait plein de fichiers audio pas nommés et tout, mais bon, enfin, ça arrive, hein, mais et du coup, il fallait déjà un petit peu, tu vois, faire le tri, un peu trouver où étaient les éléments, les trucs en double, machin, et faire un petit peu de ménage un peu là-dedans. Et tu t'es dit en voyant certains trucs, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, enfin pourquoi on a fait ça? Non, parce qu'en même temps j'avais aussi les exports, les boons, des trucs et tout, et il y avait une vibe qui était tellement bien, qui était super que justement tout l'enjeu c'était d'arriver à garder ce truc-là, de pousser le truc un peu plus loin, mais de pas le transformer, et dire bon bah ok, ça c'est mélangeté, ça c'est nul, du coup ça dégage, il faut tout faire, quoi. L'idée c'était justement de trouver le juste équilibre entre garder l'espèce de magie qu'il y avait dans ces maquettes et être très respectueux de ça, parce que la musique était déjà là en fait, quoi, et juste trouver une enveloppe un peu plus... Lui, du coup, il avait une idée précise de ce vers quoi il voulait tendre, ou en fait, il t'a laissé un petit peu carte blanche en mode... une fois qu'il y a le vibe matching, tu vois, tu dis bon, ok, on est dans le même état d'esprit, donc après, vas-y, je te laisse faire, ou il était en contrôle? C'était pas exprimé très clairement avec des trucs très nets de référence et de je veux que ça soit comme ci, comme ça, mais non, il y avait quand même pas mal de liberté dans la manière de faire les choses, mais je pense que, comme on s'est assez vite compris, c'était assez simple, quoi, c'était assez fluide. Enfin, je me suis pas dit oulala, comment je vais faire. Enfin, tu vois, ça c'est. Ça c'est cool. Ouais. Sur cette EP, donc qui sort en 2018, Black Boogie Neon. Donc tu fais tout. En fait, tu produis l'ensemble de l'EP. Hein, ouais. Lui, vraiment, il avait travaillé un peu avec un ami à lui à Los Angeles là-bas, enfin Oxnard, et qui avait déjà un peu refait des choses, qui avait enregistré des choses. Donc moi, j'avais récupéré un peu les deux versions, quoi, les versions maquettes et les versions faites avec son pote, et un peu mélanger des trucs, et puis réenregistrer pas mal de choses aussi. Ouais. Enfin, j'ai essayé de garder un maximum les choses qui avaient été jouées par Matthew sur ces maquettes, mais de rejouer aussi des choses pour garder l'esprit un peu live aussi du truc, quoi. Parce que donc il y a Penny Girl qu'on a écouté, il y a Buggy Tip, Have You Seen Her, Come Mid July et Beige 70. 70 même. 70. Sur ces morceaux, est-ce qu'il y en a un par exemple où tu te rappelles vraiment tu vois, un truc de groove, j'en sais rien, un truc de putain, ça, comment surtout ne pas l'abîmer, tu vois, comment le garder, justement, un truc qui t'a marqué comme ça? Je crois que le truc c'était quand même Penny Girl, qui était aussi le morceau le plus abouti d'une certaine manière. Enfin, déjà la maquette était finalement pas très éloignée de ce qu'on connaît maintenant, mais du coup il fallait vraiment garder ce truc là, mais je crois que je me suis pas mal pris la tête sur des trucs de son, de dynamique, pour que ça reste en même temps, garder ce côté un peu brut aussi de sa musique qui était hyper essentiel, notamment dans ce disque là. Alors c'est trop rigolo parce que tu parles de Penny Girl, et toi, Blasé, tu découvres Colaboy en écoutant en fait, comme un auditeur, quoi. Exactement. En écoutant la radio. J'écoutais Radio Nova et Penny Girl est passé, et puis David, peut-être que David Blow avait passé le morceau, je sais pas. C'était probablement ce qui s'est passé. Et non, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Je trouvais que c'était un hybride parfait de plein de choses que j'aime beaucoup. Et personnellement, ce que j'aime beaucoup dans la musique, c'est les hybrides. Et là, en l'occurrence, il y avait un truc, il y avait un vrai groove à l'américaine, mais il y avait le groove à la française, French Touch, qui était sûrement dû à l'intervention de Nit, mais la caution française, oui. Mais aussi même dû sûrement à la culture musicale de Cola, qui lui-même était calé en musique French Touch, qui évidemment bosse avec Record Makers qui a bossé avec Record Makers depuis longtemps, et la French Touch, c'est un petit peu des Américains samplés par des Français, en fait. Et donc on a retrouvé cette chose-là dans ce morceau. Et moi j'ai grandi aux États-Unis, donc il y avait
j'ai été bercé par la scène électronique française en même temps. Donc ça m'a vraiment paru être un hybride idéal de plein de choses que j'aimais beaucoup et un hybride assez rare au final parce que il y a pas énormément de sons comme ça aujourd'hui, je trouve. Maintenant il y a toujours la French Touch, mais c'est souvent des artistes français qui font eux-mêmes leur truc tout seuls. Il y a pas beaucoup cette collaboration ou ces mélanges français américains. Et donc ça m'a vraiment mis une claque, et puis c'est comme ça que j'ai découvert Colaboy, et j'ai eu immédiatement envie de bosser avec lui et de découvrir comment ça existait en fait, cette musique-là, comment elle était faite, comment elle existait. C'est trop marrant parce que du coup t'as l'impression genre tu l'entends à la radio, tu dis je bosserais bien avec lui, et paf, tu sais, ça se fait. On est à Disneyland en fait là. C'est toi à ce moment-là qui va contacter Colaboy, ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Il se trouve que moi par la suite, je cherchais des gens pour m'aider sur mon projet de chanteur, parce que je chante aussi et je fais mes morceaux, et puis j'ai rencontré... Ah non, attends. Je sais plus dans quel sens exactement c'est fait, mais toujours est-il que j'ai d'abord rencontré César de Record Makers, qui m'a été présenté par un ami en commun. Et puis, je crois que c'était en fait dans le but de produire pour Colaboy d'abord. Moi, j'avais aussi imaginé une porte d'entrée, peut-être que après je pourrais... voilà. Mais à la base, j'avais exprimé mon souhait de travailler avec Cola, et puis César, on a pris un café, il est venu chez moi, et puis on a écouté du son. Puis après, il m'a mis en contact avec Mathieu. En fait, il m'a dit cool, ça serait cool que vous fassiez un truc. Mathieu vient de temps en temps en France, et donc quand il viendra, ça sera l'occasion de le rencontrer. Puis quelques mois plus tard, il est venu, et donc on s'est rencontrés, et c'était une superbe rencontre, parce que on parlait de plein de détails de musique. On partageait vraiment beaucoup de choses qu'on appréciait, et puis ouais, donc sur l'esthétique, t'étais déjà au niveau de ce qu'il proposait, il y avait aucun doute pour toi, c'était un style qui te plaisait, il y avait pas de... moi ça m'attirait beaucoup, et puis il fait beaucoup de mélanges aussi. Mathieu a fait beaucoup de mélanges, et moi j'aime vraiment les mélanges, et c'est rare les mélanges faits avec goût. Et puis là il y a du reggae, il y a de la house, il y a du hip hop, il y a plein d'autres choses, parce que il y a donc ce premier EP en 2018. Il va y avoir ensuite un premier album en 2021, Prosthetic Boombox. D'ailleurs tu produis quelques morceaux, si je dis pas de bêtises, sur celui-là. Et puis récemment, en 2025, là je crois qu'il y a un mois et quelques, tu vois, est sorti son dernier album, Quit to Play Chess, qui en plus a la particularité, on en rediscutera un peu, Marc et César viendront nous voir un peu avant la fin de l'émission, parce que il sort un album. Alors il avait donné le go pour le master final, etc. L'album avait été fait avec lui vraiment, et malheureusement il est décédé avant que l'album sorte, quoi. Et on te retrouve, toi, Blasé, sur le dernier album en l'occurrence. Alors il y a aussi un morceau d'ailleurs sur ton album, toi aussi t'as sorti tellement de projets chez Record Makers. Il a eu son feat. Peut-être qu'on peut s'écouter d'ailleurs le morceau sur lequel vous avez bossé sur le dernier album. Oui, bien sûr. Ça te dit, on se fait ça? Oui. Écoute, c'est parti. She came from poverty with a smile filled with gold. Sitting on the balcony, just 22 years old. And she said, feels like I can walk again. Feels like I can walk again. And she said her husband was a soldier. She'd been through it all with him. Live and die just for the people is how the world remembers him. Saw her sitting in the courtyard, that burning fire won't go out. Lacerations in the street now, the city never felt so loud. I can walk again.
Ouais, c'est hyper cool. On a évoqué le fait qu'il y a eu d'abord des trucs faits à distance avec Nit, puis ensuite il y a eu des rencontres. Vous vous êtes rencontrés, toi, Blasé, directement et tout. C'était comment on a entendu tout à l'heure Ron Harris, donc aux États-Unis, qui est un photographe, réalisateur, qui était dans l'entourage de Collaboy, et qui raconte à un moment, je sais pas si on l'a gardé au final dans l'audio, mais en tout cas, à un moment de son audio, il dit qu'il lui avait demandé à un moment de prendre sa guitare et de lui jouer Penny Girl, justement. Et il dit, et je me suis rendu compte, c'est un souvenir qui lui reste, parce que je me suis rendu compte que c'est un super songwriter, en fait. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué lorsque vous êtes retrouvé en studio avec lui? Nit, vous êtes quand même rencontrés au bout d'un moment, vous avez fait de la musique en studio et tout. Qu'est-ce qui vous a marqué en tant que musicien vraiment chez Collaboy, chez Mathieu? Je sais pas, je pense qu'il avait une espèce de particularité, enfin je sais pas, ce truc de magie un peu comme ça où effectivement il prend une guitare, il joue un truc de synthé et je sais pas, tout de suite c'est bien, enfin c'est singulier et c'est particulier et... C'était facile pour lui? Ça semblait facile. Je pense qu'il avait pas des capacités techniques, tu vois, c'était pas un guitariste technique, machin, hyper... Mais en fait, dès qu'il prenait la guitare, oui, il y avait un truc un peu, je sais pas comment dire... Enfin, hyper pur, hyper sincère, en fait, dans la manière de jouer. Et voilà, enfin, jouer un peu comme ça, sans une très bonne technique du truc, mais ça faisait son son aussi et sa particularité, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est assez marquant, parce que c'est assez rare, en vrai. Enfin, genre d'avoir ce genre de truc où le gars il vient sur un truc, il fait 2-3 notes de synthé, il dit ah mais en fait c'est super ça, c'est bon, regardons ça serait bien. Il avait le groove, on peut le dire. Ouais vraiment ce truc d'instantanéité un peu quoi. Toi aussi t'as été marqué par un truc comme ça, Blasé? Bah je suis d'accord déjà avec tout ce que Corentin dit, j'avais remarqué ça aussi et en plus de ça, comme tu l'as évoqué, l'écriture, moi je trouve que bah oui, c'est un profil qui m'a marqué parce que c'est quelqu'un, bon, du coup Mathieu ne produisait pas de A à Z tous ses morceaux, mais comme on l'a mentionné, il avait des maquettes déjà très très fortes en fait, où parfois il manquait très peu, donc on peut le considérer aussi comme un producteur quand même. Y compris d'ailleurs par exemple sur le dernier album, sur Quit to Play Chess, c'est lui vraiment encore qui maquettait énormément Alors moi j'ai bossé sur qu'un seul des morceaux, donc j'ai pas été dans le processus de... Mais sur Walk Again par exemple? Walk Again on l'a fait ensemble, on l'a démarré ensemble en fait. Okay. Et on a fait quasiment la plus grande part du morceau ensemble, puis il a été terminé ensuite par un Américain dont là j'ai plus le nom qui me revient en tête, mais ils ont rajouté des cuivres, les cuivres on les avait pas fait, et puis mais non, mais la manière dont il écrivait sur l'instant aussi, du coup c'est quelque chose qui m'a marqué, et surtout le fait qu'il fasse les deux, en fait moi je trouve que c'est des artistes, c'est un profil d'artiste très complet. C'est un artiste qui maîtrise son esthétique sonore, c'est pas que quelqu'un pour qui on envoie des prods et puis il pose dessus. Ça se fait ça beaucoup aujourd'hui, mais moi j'apprécie particulièrement les artistes qui se produisent un minimum, et Collaboy en faisait partie, et ça m'a toujours impressionné, des gens qui savaient produire et écrire de manière efficace, et Mathieu il avait une facilité pour les hooks, les choses qui rentrent dans la tête, et que tu peux écouter en boucle, et puis des textes assez profonds qui lui venaient assez vite, alors que souvent les gens qui écrivent très rapidement, parfois plus tu vas vite, moins c'est profond. Alors, c'est pas toujours le cas, mais t'as des noms ou pas? J'ai des noms que je vais pas dire, mais dans les deux sens, j'ai des exemples dans les deux sens, mais lui avait la bonne balance des deux, parce que c'était des textes qui avaient bien quoi. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est des morceaux qui marchent aussi, si t'enlèves toute la prod, machin, le truc. Enfin, comme tu disais, il peut jouer un morceau guitare-voix ou piano-voix. C'est des morceaux qui tiennent la route, parce qu'effectivement, le texte, la mélodie, la construction, la structure du morceau, fait que le morceau est déjà là. Donc, ce qui est quand même aussi assez rare au final, enfin, dans ce genre de musique, quoi. Peut-être qu'on peut s'écouter d'ailleurs un morceau sur Prosthetic Boombox sur lequel t'as bossé, par exemple, Nit. Est-ce qu'il y en a un dont tu te rappelles Bah bien sûr, je me souviens de tout, hein, tu sais. Ouais. Non, en vrai, j'hésite. Si, bah il y a Mink que j'ai réécouté il y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. Et ben on peut s'écouter ça. Mink, Collaboy.
C'est marrant parce que tu as évoqué, Blasé, le fait qu'il était capable aussi de s'exercer à plusieurs esthétiques, tu vois, reggae, etc. Et lui qui vient quand même, qui a joué dans des groupes de punk à Oxnard, etc., c'est un truc qu'on retrouvait un peu, ça, dans sa musique. Comme ça, de prime abord, en tant qu'auditeur, pas forcément, mais vous qui l'avez côtoyé en studio, est-ce qu'il avait encore ce côté un peu punk, quoi, qui pouvait rester? Ou est-ce qu'il le gardait un peu caché? C'était une autre vie pour lui? Bah non, en fait, je pense que ça, ce qu'on disait tout à l'heure là sur l'espèce de truc instantané, je pense que ça c'est assez punk en fait. Il y a un truc d'énergie qui est direct, qui est brut et on se pose pas trop de questions et on délivre le truc directement. Même si genre en termes d'esthétique, c'est pas de la guitare avec de la disto et de la batterie rapide, tu vois. Enfin, je pense que c'est ça un peu le truc punk quoi. C'est ce côté droit au but quoi, un peu direct et brut du truc quoi. Ouais. Dans la démarche musicale, complètement. Et je rajouterais aussi, quand même dans son écriture, le côté rébellion, le côté politique. Oui, dans les textes. C'est ça qui est bien punk, sûr, en fait, aussi chez lui. C'est la musique punk, souvent, c'est politique, ou même dans... Enfin, c'est souvent d'une manière ou d'une autre. Ou alors Là, c'est intéressant parce que dans le morceau qu'on vient d'écouter, tous les scratchs, là, c'est cut like a guillotine, tu vois. Donc, c'est quoi? Bah, je sais pas qui c'est, je sais pas qui a fait les scratchs non plus, mais c'est DJ Pone qui a fait les scratchs. Ouais. Et voilà. Mais ça parle de guillotine, tu vois. Donc, quand même, il y a des petits messages, c'est subtil, tu vois. C'est un bonbon avec un petit cœur acide au milieu là. Et... C'est marrant parce que ça, pour les gens qui connaissent pas forcément parfois les collaborations derrière les albums et tout, ça peut paraître étonnant de se dire, on sait que par exemple dans l'industrie américaine ça se fait beaucoup, chez les pop stars par exemple, on te met 10 producteurs pour un album autour de toi, on collabore, machin, etc. Vous, on a fait appel à vous, alors vous avez des carrières d'artistes, mais aussi pour dire, voilà, venez soutenir cet artiste, venez travailler avec lui pour ses morceaux, vraiment sous son nom. Est-ce que c'est des trucs qu'on fait aussi... voilà, parce qu'à un moment, il faut avancer dans sa carrière et tout. Ou est-ce qu'on arrive à vraiment prendre en compte l'identité de l'artiste, à rejoindre son message? Est-ce que par exemple, voilà, quand on bosse avec Collaboy, on se dit, c'est singulier ce que je fais, j'en ai conscience. C'est pas juste un artiste comme ça où on m'aurait dit, bah voilà, j'ai un petit cachet pour toi, et puis voilà, quoi. Ouais, il y a des artistes avec qui, perso, je bosse j'essaie quand même de travailler plus avec des gens pour qui j'ai un coup de cœur, mais ça peut arriver parfois de faire un truc de manière plus alimentaire, mais c'était pas le cas pour Collaboy, parce qu'au contraire, j'avais toi, c'est toi qui l'as cherché en plus. J'avais exprimé mon intérêt, vraiment, donc non, c'était pas un truc banal pour faire un petit cachet ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver, mais c'était pas le cas. Bon, on va pas donner de nom. Tu faisais l'étonner, ni toi, tu fais jamais de choses, parce que parfois, faut manger. Non, si, bien sûr, mais je crois que j'ai aussi eu la chance, je crois, de travailler quasiment avec des projets sur lesquels je crois aussi, enfin, avec lesquels je suis très content de travailler, et aussi avec des humains avec lesquels je suis très content de travailler. Enfin, c'est ça qui est aussi assez essentiel, je crois. Ouais, donc on n'a pas de musicien de session. Mais après, ça vous arrive d'enregistrer seulement aussi sans composer, etc., de juste venir poser des instruments et tout en studio? Ouais, ça vous arrive tous les deux? Oui, mais ça m'arrive, ouais. Bah, Corentin l'a fait pour mon disque, par exemple. Un contre-exemple. Il a joué du violon sur mon disque, magnifique. Ce côté collaboration, il est hyper intéressant parce que je pense qu'on le comprend depuis le début de cette émission, qu'il y a vraiment c'est que des rencontres qui s'enchaînent. Et alors sur le premier album, sur Prosthetic Boombox, donc on l'a dit, il y a Corentin. Alors il n'y a pas encore Blasé, il arrive un peu plus tard, mais on retrouve aussi, tu vois, des gens comme Nicolas Godin, par exemple, de R, on retrouve Lewis Hoffman, on retrouve Pierre Rousseau aussi de Paradis, dont j'ai déjà parlé, Rocco, qui avait fait un album avec son duo absolument incroyable, Paradis. Il y a Voyage Organisation, il avait collaboré aussi, il y avait je sais pas si c'est sur Prosthetic Boombox, il y a un morceau avec Mid, si, je crois qu'il est sur l'album, le morceau avec Mid, ouais. Oui. Ils avaient fait un morceau ensemble aussi, Muchas, qu'ils ont fait quelques années auparavant. Et on peut retrouver aussi sur l'album, je parlais des Français. Mais oui, il y a aussi The Avalanches aux États-Unis. Il y a Andrew Van Wingarden qui est le chanteur-compositeur de MGMT. Il y avait John Carroll Kirby. Enfin, il y avait plein de gens effectivement. Il y a ce côté un peu presque. J'ai l'impression qu'il y avait une petite famille, quoi, un petit truc, un petit univers musical, en tout cas. Typiquement, là, je cite Andrew de MGMT. Je crois qu'ils se côtoyaient, ils s'adoraient. Il avait ouvert pour MGMT Collaboy, par exemple. Il avait cette capacité aussi à fédérer autour de lui des gens qui l'aimaient. C'est con, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément toujours le cas chez les artistes, pas chez tout le monde, quoi. Non, mais il avait un don particulier qui faisait que les gens qui lui plaisaient étaient aussi intéressés par son travail, je pense. Donc
C'était son super pouvoir. C'est beau. On enchaîne, Bien, du coup bah ouais, je pense qu'on va remercier. Merci les gars. Merci pour à vous. votre présence. C'était à nos hyper côtés. cool. Et bah, j'ai envie de dire, il faut continuer à écouter Collaboy, quoi, l'album qui vient de sortir. On peut allez écouter les morceaux aussi sur l'album de Blasé. L'album de Blasé qui est hyper cool et que j'ai déjà recommandé dans cette émission. Ah. Tu sais, le morceau, je l'avais mis, celui avec Jules et un anglophone aussi. Allez. dessus. Exactement. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et donc, allez écouter ça. Et puis écouter les morceaux de Nit aussi. Ceux qu'il a fait avec Collaboy et puis ceux qu'il a fait sans Collaboy. Ils sont bien aussi. Écoutez le DLT où il y a Nit aussi dedans. Exactement. Et puis voilà. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est on va recevoir à nouveau Marc et César et Marc. Allez. Et puis on va discuter du dernier album. Et puis, mine de rien, bah, sortir un album posthume, j'imagine que pour un label, c'est quelque chose de particulier. On va Ouais. discuter. You don't have to walk and feel those eyes. You don't have to strut and feel them stare. You don't have to walk. You don't have to talk. Every single day it's just the same. You don't have to walk. You don't have to talk. You don't have to strut and feel and stare. When I was a boy, I was criticized. Now I'm 50 and I'm happy inside. The neckerchief is tight, my shoulder's looking bright. Everything is taking flight today. You don't have to walk. You don't have to talk. You don't have to stop. Bon, Marc, César, on l'a vu avec David, on l'a vu avec Nit, avec Blasé. Quelle aventure quand même, quelle carrière en finalement relativement peu de temps, trop court en tout cas malheureusement. Mais qu'est-ce que vous retenez vous d'ailleurs de cette collaboration avec Collaboy Moi, il y a un truc qui me marque, c'est quand même les rencontres. Enfin, il y a plein de gens qui ont gravité autour de Collaboy quand même. Je le disais à Blasé, plein de gens qui l'ont aimé. Enfin, il y a un truc comme ça qui s'est passé, quoi. Ouais, absolument. C'est hyper cliché, mais la musique rassemble. C'est effectivement très cliché, mais j'aime bien. Mais c'est tellement vrai. Enfin, c'est fou comme ça. En fait, c'est génial d'avoir, parce que on a développé évidemment une amitié forte aussi par ailleurs. Et ce qui est assez incroyable quand on vit un deuil, c'est de pouvoir écouter tout ça. C'est une chance énorme pour n'importe qui vit un deuil de pouvoir écouter cette musique, c'est de voir tous ces visuels, de voir toutes ces photos. C'était hyper. On a documenté une amitié aussi par le biais de cette discographie. Donc c'est génial. Et tout le regroupement de gens aussi autour. Partout dans le monde, on s'envoie toujours des messages, on reste toujours en contact. Donc ça unit, il a vraiment uni beaucoup de monde, ouais. Marc, toi, qu'est-ce que tu retiens de tes moments passés si tu vois un moment qui a été important pour toi avec Mathieu? C'était un concert à Londres. Ouais. Il y en a eu plein, hein. Mais il y a un concert à Londres, en fait, il n'y avait pas de tourneur, Mathieu. Donc c'était nous c'était César qui faisait le booking, qui organisait, moi je conduisais le van, et on allait en tournée avec lui, avec Corentin d'ailleurs aussi, qui était à Nit, et d'autres musiciens. Il avait un groupe en France absolument génial, avec Ricky Hollywood à la batterie, Nit au clavier, et Christ qui joue maintenant avec Blasé à la guitare. Un groupe exceptionnel, vraiment, je pèse mes mots. Et donc, on arrive dans un pub anglais pour son dernier concert en Europe, hein, je crois. Et le pub, ils en avaient vu passer... ils avaient vu passer toutes sortes de groupes, ça se sentait tout de suite qu'on arrivait. L'après-midi, on s'installe, ils commencent à faire tourner les sons. Mathieu teste sa voix. Et là, le type du bar... il nous prend à part, il dit mais c'est quoi ce groupe de malades? Il en avait vu passer, hein. C'est dingue, c'est quoi cette musique? Il en revenait pas. Ça m'a vachement marqué. J'étais hyper content. Mais je pense aussi, c'est ce qui est vachement grisant en écoutant la musique et en se souvenant de tout ça, c'est aussi qu'on a assemblé
pas mal de gens, un peu notre groupe de rêve, que ce soit en studio ou sur scène. Et c'est une bonne... moi, j'ai toute mon adolescence et après, j'ai toujours écouté beaucoup de disques. J'ai réalisé que, en fait, tous les disques que j'adorais, c'était des disques où il y avait plein de gens qui venaient de plein d'endroits différents. Je sais pas, vous avez reçu Wally Badarou, le Compass Point, c'est le meilleur exemple. Il y avait des Jamaïcains, il y avait un Anglais, il y avait des Américains. Enfin, il y avait vraiment plein de gens et c'est ça qui faisait un son nouveau. C'était Grace Jones avait un son particulier parce que il y avait plein de gens qui apportaient leur savoir et leur expérience musicale dans le disque. Et je trouve que par le biais de ce casting, que ce soit Blasé, Nit ou Andrew de MGMT ou The Avalanches, c'est plein de gens qui ont constitué un son assez unique autour de la voix de Colaboy, et ça, franchement, c'est une vraie fierté. Une voix qui est, on l'a dit, qui est particulière en plus, et qui a même pu poser des problèmes pour faire découvrir sa musique. On en avait discuté déjà en off, et finalement, c'est le truc qui fait qu'on le reconnaît instantanément. Carrément. Me dire qu'il y a des gens qui ont pu passer à côté de tout cet univers-là parce que juste ils n'ont pas accroché sur le truc à la première écoute, c'est du gâchis, quoi. Et surtout qu'en plus, en vrai, c'est un bon chanteur. Et je pense qu'on va se regarder un extrait. Il y a un live. Donc, j'avais évoqué le fait tout à l'heure qu'il y avait une collaboration avec Nicolas Godin, donc du duo R, sur l'album Prosthetic Boombox. Mais il y avait aussi sur un album de Nicolas un morceau avec Colaboy qui s'appelle The Foundation. Qui est hyper bien déjà, le morceau. Et il y a une version live au Bone Studios qui est disponible, c'est fait avec NTS, qui est disponible sur YouTube. Et on peut se regarder un extrait carrément avec, tu vois, le visuel, etc. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez venir voir l'émission aussi sur YouTube. Et on se rend compte qu'en fait, c'était un super chanteur. Ce morceau. Il est très bien, ouais. Mais je crois que c'est un des trucs préférés, un de mes trucs préférés en tout cas de Colaboy. Je le trouve vraiment très très bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, très bon choix, ouais, bravo. Donc on l'a dit, c'était un artiste qui était très complet, qui avait déjà son truc à lui dès le départ, etc. Mais est-ce que il discutait avec vous de ce que lui pouvait considérer comme par exemple des points faibles, des trucs à améliorer, des trucs sur lesquels travailler Complètement. Ouais. Bah, il y a eu un moment, on s'est tout de suite entendu, vous y faisiez référence tout à l'heure, c'est-à-dire que je le nommerai pas, mais j'ai eu le directeur d'une radio au téléphone qui m'a dit bon, écoute, on a bien écouté l'album et le single que tu me soumets, en l'occurrence c'était un morceau qui s'appelle Don't Forget Your Neighborhood, qui est super cool. Voilà, et donc le directeur de la radio me dit écoute, sa voix, je peux pas. Donc j'étais assis à côté de Colaboy et César, j'ai raccroché et je lui ai dit je vais raconter en direct. Là, il m'a regardé, il m'a dit ouais, c'est l'histoire de ma vie, hein, tu sais. Il avait l'habitude depuis l'école. Et là, on s'est fait un pacte. À ce moment-là, c'était donc son premier album, Prosthetic Boombox, dont on parlait. Et on s'est fait un pacte, on s'est dit l'album suivant, personne ne pourra rien dire sur la voix.
On va faire attention à la production de voix, on va faire tous les meilleurs efforts pour faire taire ces grincheux-là. Donc c'est-à-dire que il a quand même entendu la critique, parce qu'il aurait pu dire en fait je changerai rien à ma voix, machin. Il a quand même fait l'effort d'essayer de travailler un peu dessus aussi pour... Bien sûr, en fait il a utilisé des effets sur les voix. Les morceaux qu'il a fait avec Nicolas Godin sont assez caractéristiques. Il y a ce morceau qu'on vient d'écouter, Foundation, et un autre qui s'appelle Song for the Mister. Et dans les deux cas, les voix ont été produites par Pierre Rousseau, que tu as cité, Salman, tout à l'heure. Paradis, oui. Et donc, il a fait vraiment une production dédiée sur la voix, et ça s'entend. Et c'était un peu notre objectif d'aller vers là. Okay. Qu'est-ce qu'elles étaient bien, les voix de Paradis, d'ailleurs. Enfin, c'est un bon choix, j'imagine, effectivement. Très bon producteur, en général, et de voix notamment, oui. Il y a un truc assez fou pour en arriver un peu au dernier album, Quit to Play Chess, qui est d'ailleurs une petite référence, c'est ça, à Marcel Duchamp, qui donc évidemment artiste. Qu'est-ce qui est le plus connu de Marcel Duchamp? Oula, c'est pas Les Toilettes? C'est ça, hein, c'est lui, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Tu sais, c'est la pissotière, tu sais, c'est Marcel. Oui, c'est lui, bien sûr. T'as jamais vu cette œuvre? Non. C'est qui d'ailleurs parfois utilisé un peu, tu sais, pour en rigoler, quoi, en disant sur l'art contemporain. Oui, d'accord, ok, etc. Mais qui est quand même un artiste majeur et qui a été un grand joueur d'échecs. Et il y a un moment dans sa vie où il a mis un peu de côté la pratique artistique, pas complètement en réalité, mais pour vraiment se consacrer à la compète même, tu vois, d'échecs, etc. Et donc c'est une petite référence parce qu'il y avait aussi un truc de sa carrière musicale, il s'est investi de plus en plus. Il y avait pas un truc comme ça chez Massieu, à un moment de se dire ça devient central pour moi, non? Ce titre, Quit to Play Chess, qui prend une consonance un peu particulière maintenant qu'il est décédé, on imagine qu'il avait un peu anticipé son départ. Mais à l'époque, quand il nous l'a énoncé, on était avec César et Mathieu dans une voiture en Californie, et il était surexcité par ce titre. Et pour lui, ça voulait dire, le sous-titre, enfin le contexte, c'était je mets la politique un peu de côté, je mets la musique en priorité. Donc j'arrête de saupoudrer mes morceaux de slogans politiques. Ça joue contre moi. J'ai vraiment envie que mon public sente que je suis vraiment un musicien et que je fais ça avant tout. Oh merde, il s'était fait rattraper par le système. ou alors peut-être pour agir différemment et se dire par contre la musique c'est un truc je m'adresse plus à tout le monde, tu vois. Pour le noyauter de l'intérieur. Je pense que le mec restait fondamentalement un militant, tu vois, mais peut-être moins mélanger les genres, j'en sais rien. Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est une trajectoire assez je sais pas si fulgurante est le bon mot, mais parce que, en fait c'est lent au début. Il a galéré, on l'a bien compris, personne n'en voulait, etc. Puis en fait vous le rencontrez, vous faites cette EP 2018, l'EP 2010. Ouais, 2017-2018, je me souviens. Ouais, à peu près. Sorti en 2018, je crois. 2018, c'est sorti en 2018. Ouais. Et 2019, Coachella. C'est dingo. C'est-à-dire qu'un an après, l'un des festivals, tu vois, les plus sélects du monde. Ouais. Qui était en Californie en plus, c'est drôle, tu vois. Il a fallu attendre qu'il y ait une impulsion de l'autre côté de l'Atlantique pour que son pays le reconnaisse, quoi. Ouais, et puis il y a eu quelques étapes. Donc il y a eu le Pitchfork Festival à Paris. Il y a eu alors les rencontres avec Andrew de MGMT, avec Mac DeMarco, etc. Les premières parties. Enfin, il y a vraiment eu un truc. C'est fou. Ouais, le rencontrer, c'était l'apprécier. Enfin, vraiment, c'était quelqu'un d'adorable, charismatique, talentueux. On avait envie de passer du temps avec lui. Il avait beaucoup d'enseignements sur la vie aussi. Malgré son jeune âge, il avait déjà il avait souffert clairement et il avait une espèce de sagesse addictive, des super goûts en musique, beaucoup d'humour. Bref, tous les gens qui le côtoyaient, ils avaient envie de le revoir. Nicolas Godin, que je connais très bien, était complètement ébahi par son talent de lyriciste. Pour écrire les paroles, là, vous en avez parlé. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Il avait un talent inné pour ça. Ça sortait tout seul. Il voyait très clair et il savait exactement comment il fallait formuler les choses. On le voit bien aussi sur les slogans qu'il a pu pondre à travers sa carrière. Depuis tout à l'heure, émaille l'émission, il change un peu derrière en fond. Ouais. Voilà, ouais. Ouais, on peut en parler d'ailleurs de cette fresque-là. Donc ça, c'était ce qu'il accompagnait en concert, c'est ça? Ouais, on l'a fait fabriquer pour Coachella. Okay. Quand il a été booké, on s'est occupé de produire aussi le show, en fait. En tant que label, on a fait ça aussi et on voulait la référence, c'était Bob Marley. C'était les sortes de vraiment c'est un kilt, quoi.
C'est une bannière et en gros, on pouvait changer c'est des patchs en velcro et on pouvait changer au fur et à mesure du concert tous les slogans de Collaboy derrière son groupe. Et ça mettait... en fait, on jouait pas sur les énormes scènes de Coachella, on jouait sur une scène en intérieur dans une tente et du coup, ça rendait aussi le truc très cosy. Et ben, en fait, il fait une chaleur énorme là-bas. Donc, on a eu vraiment du monde. En fait, c'est une vraie chance parce que tout le monde venait dans la tente aussi parce qu'elle était climatisée. C'est l'Amérique. Hein, et du coup, complètement. Et ça a rajouté je pense que ça a rajouté un petit charme aussi en plus, le fait d'avoir cette bannière derrière. C'est un peu, ça va à l'inverse des gros shows avec des grands écrans LED, plein de lumière et tout. C'était concentré sur le personnage avec derrière la banderole, quoi. Et il y avait eu un moment génial à l'issue de ce concert parce que à l'initiative, je crois, du festival, un jeune enfant handicapé avait été invité avec ses parents à assister à ce concert. Et ensuite, à la sortie de la scène, Collaboy, donc Mathieu, avait posé, fait des photos avec le jeune garçon qui était ému. Et Mathieu aussi était ému. Et pour la première fois, il se retrouvait dans la peau du parrain. C'était pas lui, le handicapé, qui demandait de l'aide aux autres. Il donnait des conseils aux petits jeunes qui étaient dans la même condition que lui. C'était magnifique. C'est parce que on a évoqué que dans son parcours, la question du handicap, évidemment, elle s'est posée plus d'une fois. Mais en tant qu'artiste, elle a dû se poser aussi plus d'une fois. C'est pas courant de voir un artiste handicapé, d'une part. Et d'autre part, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, ça peut être un frein, ça peut être une difficulté dans sa carrière, ça peut, je sais pas, pour partir en tournée, etc. Est-ce que ça s'est posé aussi cette question d'un point de vue, carrière, management, label? Bien sûr, c'était une question de tous les instants. Surtout dans une ville comme Paris, parce qu'en Californie, finalement, on le conduisait un peu partout. Il y avait toujours quelqu'un qui le conduisait quelque part. À Paris, c'était un calvaire. C'est horrible pour le métro, c'est impensable. C'était et puis il était de par sa condition, donc il avait des poumons, il avait une cage thoracique plus réduite. Du coup, quand on marchait, il fallait faire des pauses toutes les 10 minutes parce que c'était impossible de faire plus de 10 minutes de suite. D'où la performance que c'était pour lui d'aller manifester avec les Gilets jaunes, par exemple. C'était quand il est revenu, on n'en revenait pas qu'il ait marché autant pour manifester. C'était irréel. Et oui, et du coup, il fallait savoir, je me souviens sur certains bookings de concerts, il était question de à quelle altitude c'est, parce que ça affectait sa respiration, sa façon de chanter. Il avait la chance d'avoir un excellent groupe, donc qui pouvait aussi meubler quand il devait reprendre sa respiration, d'où l'importance d'avoir un très bon groupe quand on est aussi un artiste handicapé. C'était c'était une vraie éducation aussi pour nous en fait, d'être proche d'un artiste avec un handicap. Et le circuit de la musique, l'industrie, les lieux, les salles de concert, les scènes, etc. C'est des lieux adaptés de manière générale. Il y a une conscience un peu dans le monde de la musique. Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Mais il a essayé de faire passer son message autant que possible. Et il y avait des festivals ou des salles qui jouaient vraiment le jeu, qui créaient des accès pour les personnes handicapées parce qu'ils l'avaient demandé. Ou aussi, je me souviens d'une anecdote, c'était quand il prenait l'avion, parce qu'on prend beaucoup l'avion quand on tourne. Une fois, on est allé en Islande, vraiment 24 heures en Islande pour faire un concert avec lui. Et il avait une sorte de fierté qui consistait à refuser les chaises roulantes dans les aéroports qu'on met à disposition des handicapés avec un type qui vous pousse. Et puis, ça, c'était le passé. Là, il y avait pris goût. Et donc, comme nous, on était ses accompagnateurs, on avait le droit même... Enfin, on n'était pas dans la chaise, mais on passait par des raccourcis, en fait. On passait devant tout le monde, on prenait des ascenseurs. Il existe des chemins dans les aéroports très, très privilégiés qui ne sont pas réservés aux gens qui voyagent en première ou en jet. Okay. Et c'est un avantage quand même. Oui, il faut bien qu'il y en ait un peu. Et même son jeu de guitare, par exemple. J'ai toujours adoré son jeu de guitare parce qu'il joue de la guitare à sa manière. C'est impossible de jouer de la guitare comme j'en faisais. Il y avait plein de petites choses comme ça qui ajoutaient au charme de sa musique et de sa performance, en fait. Bon les gars, on va terminer bientôt cette émission. Mais il faut qu'on écoute encore du Collaboy quand même. Toi Daz, il y a un morceau par exemple que t'aimes bien particulièrement? Ouais, moi j'aime bien Don't Forget Your Neighborhood. Justement le morceau qui a été biffé par le directeur de radio qui apparemment n'a pas trop compris ce que c'était que la musique, mais
C'est un morceau qui marche très bien. Et ben on peut s'écouter ça vous va les gars d'écouter ça? J'adore. Avec The Avalanches en plus. Et Nit. Oh là là. Et Nit à la prod. Et Nit à la prod. Alors, bon. Incroyable, c'est parti. Excellent Don't forget travail. your neighborhood. There's a time in life, yeah, where we're searching for answers. I'll be asking myself about a getaway plan. Do I take a jet plane? Should I learn to drive, yeah? Will I make it if I walk there? Will I make it if I walk there? Don't forget me, don't forget your neighborhood. 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 There's a time in life, yeah, where we're searching for answers. I'll be asking myself about a getaway plan. Do I take a jet plane? Should I learn to drive, yeah? Will I make it if I walk there? Will I make it if I walk there? Don't forget me, don't forget your neighborhood. La vibe est trop cool. Mais souvent ça mettait le smile quand même la musique. Ouais, c'est de cool. ouf. Bah, ça c'était sur Prosthetic Boombox en 2021, mais il y a ce dernier album. Eh oui. Daz. Il est sorti le 23 même, pour être exact. 15 jours. Enfin, Et oui, tout à fait. Par rapport à quand on enregistre cette émission, je pense que ça sortira. Oui, il s'est sorti depuis un mois à peu près. Si on fait la... Ok, d'accord. Et sur Quit to Play Chess, bah, la particularité c'est que bah, malheureusement ça fait 1 an que Matthew est décédé, paisiblement dans son sommeil. Et il y avait un album qui avait été terminé. Il avait donné son aval, je le disais plus tôt, Ouais. au master. Et donc on se posait la question justement, est-ce que c'est considéré comme un album posthume quand il a été si le terme est validé approprié ou du pas, vivant de effectivement. l'artiste? La sortie posthume en tout La cas. sortie est posthume. La sortie est posthume, je mais- l'ai pas. C'est c'est un grand soulagement pour nous de sortir l'album tel qu'il l'a voulu. C'était même la pochette avait été choisie par lui et tout. On n'a pas été obligé de faire une espèce de bricoler une sortie comme peuvent avoir les familles, parfois dans certains cas les familles, les labels peuvent avoir à faire ça. Bricoler une sortie en finissant. Je sais par exemple un cas qui a rien à voir, mais Avicii il a sorti un album 1 an après sa mort qui était ce sur quoi il était en train de travailler, qui a été fini par sa famille en quelque sorte et ses proches collaborateurs. Nous on n'a pas eu à faire ça. C'est ce qui est sorti, c'est ce qu'il a voulu. En plus, là, c'est dans les meilleurs des cas. On sait que malheureusement, il y a aussi des utilisations commerciales, même de pistes laissées de côté ou en studio, etc. Et ensuite faire des albums. Je pense à des énormes figures type Michael Jackson, etc. où ils ont sorti des trucs insupportables. Voire parfois avec des faux chanteurs. Mais c'est ce qui arrivait dans le cas de Michael Jackson. Il me semble que c'est avéré cette affaire où c'était un faux Michael Jackson qui chantait. Alors qu'on disait que c'était le vrai. Ouais. C'est complètement hallucinant. Marvin Gaye qui a sorti un album en duo avec sa fille aussi une fois, Ah ouais. alors qu'il était décédé depuis belle lurette. Oui. Hyper étrange. Mm. C'est même si il y a cette chance entre guillemets d'avoir pu terminer vraiment l'album avec lui, j'imagine que c'est pas une release comme toutes les autres chez vous, c'est pas une sortie comme toutes les autres. Ah non, c'est particulier. Ouais. Ouais, Comment on gère ça? Bah, t'as pas l'artiste avec qui parler, déjà c'est un énorme vide. Un artiste, c'est bon, voilà, c'est celui avec lequel on travaille tous les jours et c'est aussi quelqu'un de sensible. Dans les meilleurs des cas, généralement, les artistes avec lesquels on travaille ici, c'est quelqu'un de très pur, pour qui l'art passe avant tout. Et là, il est plus là. Donc on doit prendre des décisions en intelligence avec sa famille, qui sont adorables et très bienveillants, mais il manque cruellement, oui, clairement. C'est étrange parce qu'en fait, on est pile entre deux, c'est-à-dire que c'est un disque nouveau, c'est de la nouveauté. Il a, comme on disait, il a donc approuvé l'album et c'est vraiment, on l'a sorti exactement comme il le voulait.
Et en même temps, on doit le traiter comme si c'était quelque chose de déjà un peu du passé. Enfin, c'est à la fois dans le passé, à la fois dans le présent. C'est ça qui est un peu déroutant. À l'image de sa musique aussi, de cette. Ouais, c'est vrai. Complètement. Jusqu'au bout, il aura c'est été vrai. dans le mélange. C'est vrai, c'est très étrange. C'est un peu, je sais pas, un bon exemple, ça pourrait. C'est le Black Star de David Bowie, qui avait tout conceptualisé. Et l'album est sorti après sa mort, mais il savait que c'était un album qui allait sortir après sa mort. On parle pas du passé, on parle pas vraiment du présent non plus. C'est vraiment un mi-chemin entre les deux, donc c'est assez déroutant, comme sortie. Et puis la musique n'a pas été, l'objet n'a pas été fait en se disant qu'on allait le sortir une fois qu'il est décédé. Donc c'est aussi intéressant le hasard que ce soit qu'il ait décidé de prendre une photo de classe de quand il était petit. C'est une photo universelle de lui. Ça pourrait presque faire une photo choisie par le label, un peu photo classique de l'artiste, parce qu'on n'a pas vraiment de photos récentes, très très récentes. Donc au moins ça marche toujours, une photo d'enfant. C'est même pas ça. C'est vraiment lui qui a décidé de mettre ça en pochette avec le parental advisory en dessous. Il était hyper content de ça. Juste une question, il a jamais eu d'occasion de collaborer avec justement les autres d'Oxnard, genre Anderson .Paak ou un Madlib ou... On en a souvent parlé parce que Anderson .Paak était relié de par sa famille, ils étaient plus ou moins reliés. Okay. On l'avait croisé. La famille d'Anderson .Paak et la famille de Colaboy étaient, je ne sais plus comment, mais étaient reliés. Bref, et on a croisé Anderson .Paak à Coachella. Okay. Et donc ils se connaissaient, ils se sont salués et tout, et il y avait le projet un jour de faire ça, Ça aurait été cool. Plus Anderson .Paak que Madlib de mémoire, mais ça aurait pu être les deux. Mais Madlib, je crois qu'il n'habite plus à Oxnard. Non, il était à Palisade et il a plus de maison maintenant. Exactement, donc, c'est ça. Il aurait dû rester à Oxnard. Non, mais c'est marrant, ça aurait pu faire un super groupe d'Oxnard sur le 3e ou le 4e album. C'est marrant. Je me souviens de la campagne de l'album d'Anderson .Paak dans le 18e. Il y avait Oxnard affiché partout. Oui, parce qu'il a sorti un album dans votre quartier dans le 18e. Ouais. Oui, parce que tous les albums c'était Oxnard, Ventura. Voilà, exactement. Mais à un moment où Mathieu Colaboy était en visite à Paris, il y avait des affiches Oxnard partout, tu sais, affichage sauvage. Ouais. Mais c'est jalonné. Il y a toujours des histoires comme ça. Genre, je me souviens une fois, je l'attendais. Il est sorti de l'aéroport donc en chaise roulante et il attendait sa chaise roulante. Et à un moment dans l'aéroport à Charles de Gaulle, il y a un de ses morceaux qui passe. Génial. Et il est arrivé, il m'a regardé. Comment c'est possible de... Ça fallait dire c'est nous. Ouais, c'est vraiment genre un jour sans fin ou. C'était super. Comment il y a cet album qui était terminé, vous le sortez. Comment on préserve la mémoire d'un artiste comme Colaboy dans le futur? Comment, en tant que label, on continue à travailler éventuellement cet artiste? Est-ce que c'est possible? Est-ce que non? Je crois qu'il y a un album qui termine quelque chose. On a une tripotée d'inédits, on a les maquettes. On a pas mal d'idées avec César pour faire vivre son œuvre, mais il faut qu'on en parle avec sa famille pour être sûr que ça soit fait avec leur assentiment. Donc ça, c'est une manière. Après, on peut ressortir des archives, on a enregistré des lives. Je pense on sortira des archives comme ça, petit à petit. On avait aussi l'idée de faire un album hommage, de reprise, de remix, un truc assez libre. On aurait contacté ce groupe de gens dont on vient de parler pendant l'émission. Il y a quand même beaucoup de talent dans l'équipe. Mais ça, c'est pareil, il faut que ça soit en accord avec sa famille, donc on n'est pas sûr d'y arriver. Et sinon, on a quand même imprimé ce livre, The Colaboy Book, qui raconte son histoire à la manière un peu d'un livre d'enfant. C'était ça l'idée, et ça c'est vraiment une manière pour nous de le faire exister, de raconter sa courte histoire d'une manière assez fun. Ouais. On peut le trouver, ce livre il sort au mois de juin, courant juin, dans toutes les bonnes librairies ou sur le site de Record Makers, bien sûr.
Je crois que Daz, on arrive au bout de cette émission. Ouais. Merci déjà à la bouclette, à la technique. Flav, Arsène pour la première fois. Hyper cool, merci il Arsène. est contre la table. Voilà, et le pauvre, il est tout à l'heure terré. On dirait une marmotte. Merci aussi à Thomas, évidemment, avec qui on fait cette émission. Merci de permettre une émission comme celle-là. Merci à Ricon Merqueuse, merci Marc, César de nous avoir fait confiance pour cette émission, parce que je sais qu'elle a du sens, un sens particulier pour vous. Elle en a aussi pour nous. Ouais. Je suis content d'avoir fait ça. On merci beaucoup. Merci pour Mathieu, ça nous touche beaucoup. Clairement. On va essayer de le faire humblement, sans rien de grandiloquent, mais juste en parlant de lui et de sa musique. Et voilà. Puis allez l'écouter, un truc grandiloquent. C'était Bob Marley, Mathieu. S'il avait continué, je suis sûr qu'il serait devenu extrêmement populaire. Il avait vraiment toutes les qualités pour y arriver. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours, nouveau sujet, un programme probablement plus classique, mais ça sera bien aussi. Évidemment. Ciao.